Bonsoir à tous. Est-ce que dans l'onglet questions, les personnes présentes peuvent se signaler? Il me semble qu'on est quatre à l'heure actuelle. Donc Lola, moi-même, et Maxime et Jackie qui sont avec nous. On attendra de toute façon quelques minutes que tout le monde ait... Bonjour Maxime, merci. Bonjour. 'Philippe qui vient de nous rejoindre aussi. « 18h30, on va laisser le temps aux gens d'arriver. D'ici quelques minutes, on lancera notre présentation. Probablement un peu mieux comme ça. Nouveaux participants. Question. Bonjour Philippe, merci de nous avoir rejoints. Alors je ne sais pas si vous avez déjà tous participé à un webinaire chez Nerfip. Je vois certains d'entre vous qui ont déjà posé des questions pour nous saluer. S'il y en a d'autres qui sont avec nous pour la première fois, normalement, vous avez un petit onglet questions en haut à droite sur lequel vous pouvez intervenir avec nous. Donc, ça vous permet de poser des questions. Ces questions pourront être votées par les autres participants pour remonter en tête de liste et on pourra répondre à chacune d'entre elles par la suite. Questions qui pourraient être posées soit à Lola, soit à moi-même. Allez, on se dit que d'ici 2-3 minutes, on commence. Vous êtes 5, on était prévu un peu plus. On va se dire qu'il y a des retardataires.
Allez, Lola, on y va? C'est parti. C'est parti. Bon, je le redis quand même pour la personne ou les deux personnes qui viennent d'arriver. Si jamais vous n'avez jamais participé à un webinaire avec Enerfip, il y a un onglet questions sur le côté en haut à droite qui vous permettra d'interagir avec nous. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et si jamais la question est répondue pendant la présentation, on passera et on attendra que ce soit le moment opportun pour répondre à tout ça. Voilà. Je me présente, moi je suis... Attendez, il y a une fiche pour ça. Pardon. Alors, dans la présentation, on va d'abord voir qui est RS, on va voir aussi pourquoi cette collecte, on vous expliquera qui est Nerfip dans tout ça, on vous permettra aussi de mieux comprendre l'intérêt de cette collecte, comment investir et une phase de questions-réponses, même si tout au long de la présentation, comme je l'ai dit, vous pourrez poser vos questions. Voilà. Lola, je vais te laisser te présenter et j'irai par la suite. Alors, du coup, moi, c'est Lola Durand. Donc, je travaille chez RES en tant qu'ingénieure territoriale. Donc, RES, c'est la société qui développe les deux projets éoliens objets de la collecte de financement participatif situés dans le Haut-Languedoc qu'on vous présentera un peu plus tard. Et donc, nous, on est une société basée en France depuis un petit peu plus de 20 ans, avec maintenant pas mal de réalisations. Et je travaille au sein de l'agence d'Avignon. Super, merci. Et donc moi, je ne suis ni Pauline Georgel, ni Guillaume Roux, qui sont tous les deux malades chez Enerfip. Je m'appelle Mathieu Carbonel, je suis chef de projet moi aussi chez Enerfip, et du coup, je remplace mes deux collègues ce soir. Voilà. Qui est RS? Lola, je pense que c'est ta partie, donc je vais te laisser expliquer tout ça à tout le monde. Oui, alors du coup, RES est un acteur dans les énergies renouvelables, une des entreprises indépendantes les plus influentes dans le marché. Donc, on fait uniquement du renouvelable, à savoir de l'éolien, historiquement. Depuis les années 2008 à 2010, on a commencé les activités solaires. Et récemment, on développe également les activités de stockage. On est plus de 240 salariés en France. RES est un groupe britannique d'origine qui s'est développé dans le monde petit à petit, donc uniquement, comme je vous l'ai dit, à travers les énergies renouvelables. Et on a développé historiquement nos premiers parcs en Occitanie, donc notamment celui du Haut-Languedoc qui fait partie de nos premières réalisations. Et donc là, Petite vous carte. avez voilà la carte des réalisations donc de la société RES, donc tous les projets éoliens et solaires qu'on a pu développer ainsi que nos agences. Donc historiquement, voilà, comme je vous l'ai dit, on était implanté à Avignon, qui est notre première agence historique. Tous nos premiers parcs éoliens ont été construits en Occitanie. Le tout premier étant dans l'Aude, sur la commune de Treil. Depuis, du coup, on a ouvert 2 nouvelles agences, on s'est développé dans 2 nouveaux secteurs, mais aujourd'hui, du coup, avec les enjeux, notamment de renouvellement des anciens parcs, on se pose la question de renouveler, nos parcs historiques, mais aussi, comme c'est le cas aujourd'hui, on a le cas d'école, des projets d'extension de ces parcs. Voilà. Ce qui nous amène logiquement à la suite. Pourquoi cette collecte? Donc à savoir, comme je vous l'ai dit, 3e fois. J'aurais dû changer un Ouais. peu plus tôt. Non, il y a pas de souci. En l'occurrence, quand on reprend contact avec le territoire, des fois, pendant toute la phase d'exploitation des parcs éoliens, il se passe pas grand-chose. Les éoliennes tournent et produisent de l'électricité, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'activités, en tant que telles, pour les développeurs, et les services d'exploitation, si ce n'est entretenir les machines. Nous, quand on revient rencontrer activement le territoire, les élus, les riverains des parcs éoliens après toute la période d'exploitation, on a souvent les personnes qui nous disent l'éolien c'est bien, mais nous on n'a pas, on bénéficie pas personnellement en fait en tant que riverain des parcs de retombées économiques des parcs éoliens. Donc on a beau mettre en avant les retombées communales que ça représente. C'est vrai que pour un particulier, le fait qu'une commune arrive à refaire, rénover une voirie ou une église n'est pas suffisamment palpable en tant que particulier riverain de parc éolien. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de mettre en place une cagnotte de financement participatif
Le but étant en fait pour les riverains de parcs éoliens du coup de pouvoir bénéficier des retombées économiques des parcs au travers des intérêts qui sont du coup délivrés avec cette collecte et ça vous permet déjà d'investir à taux préférentiel du coup. On verra un petit peu plus tard les modalités de la collecte avec Mathieu. Et du coup, participer activement aussi, supporter les projets de renouvellement de parcs éoliens et d'extension de parcs éoliens et donc au travers de ça, supporter la transition énergétique. On a aujourd'hui donc 2 projets éoliens qui sont support de cette collecte de financement participatif. C'est un peu la subtilité de la collecte. Hein, c'est quelque Voilà. chose qu'on fait pas. On a deux choses en même temps. Je te laisse expliquer. Donc effectivement, en fait, on a 2 projets qu'on développe, en même temps et il faut savoir qu'en fait, même si l'un des projets est situé dans le Tarn et l'autre, est situé dans l'Hérault, ils sont l'un à côté de l'autre et pour nous, c'était un peu une évidence, en termes de cohérence territoriale, du coup, de proposer une collecte de financement participatif commune à ces 2 parcs et de pas nous limiter à un seul département, du fait de la très grande proximité géographique, de ces 2 projets. Donc le premier projet, dont il est question aujourd'hui, c'est celui, de l'Escure. Donc c'est, les 5 petits points bleus que vous voyez sur la carte. Le projet de l'Escure, est donc passé en enquête publique, cet été. Il est possible que vous en ayez entendu parler. Il s'agit de 5 éoliennes de 125 mètres de hauteur en bout de pale qui seront implantées du coup dans la forêt domaniale de la Salesse, et donc située sur la commune de Murate-sur-Vèbre. Et donc, la seconde Et le partie de second, la collecte. voilà, donc c'est le parc de Haut-Languedoc, situé sur la commune de Cambon et Salvergue, pardon, dans l'Hérault. C'est un parc qu'on a construit en 2006, un assez gros parc en fait composé de 23 machines. Aujourd'hui, étant donné bien sûr les progrès en matière d'éolien et aussi la possibilité de mettre des éoliennes plus hautes, il est très intéressant du coup de renouveler les anciennes machines pour permettre au parc un gain de production assez significatif. Euh, donc, à savoir qu'on passerait de quasiment 30 mégawatts à plus de 50 mégawatts de capacité. Euh, et voilà, que dire de plus, si ce n'est que le projet de renouvellement est soutenu par la commune de Cambon, et aussi par la communauté de communes et voilà, situé, quasiment à proximité immédiate du parc de l'Escure et les 2 sont situés dans le PNR du Haut-Languedoc. Très bien. Moi, je me permets juste de poser la question par rapport au repowering. Euh, je comprends bien que c'est pour produire plus. Du coup, vous mettez des éoliennes plus grandes, vous changez les moteurs, les turbines. Alors on a 3 options en fait quand on réfléchit au renouvellement d'un parc éolien. Le premier en fait, c'est simplement de mettre des machines de même gabarit, même dimension en fait, c'est ce qu'on appelle le renouvellement à l'identique. La deuxième possibilité, c'est de mettre en fait, là ce qu'on appelle, c'est pas à l'identique, mais c'est du non substantiel, ça c'est le le jargon un peu technique administratif. C'est quand on met en fait des machines plus grandes, mais qu'on garde la même disposition de parc éolien, donc le même nombre de machines et les mêmes emplacements. Donc là, c'est quand on a une enveloppe d'agrandissement de hauteur qui reste quand même assez réduite. Et après, sinon, la troisième possibilité, c'est de partir en fait sur complètement un nouveau parc. Donc là, c'est ce qu'on appelle le renouvellement substantiel, où en fait, on va complètement reconfigurer le parc éolien, de mettre des machines beaucoup plus hautes et du coup modifier la disposition des machines et éventuellement pouvoir en mettre moins. En l'occurrence, dans le PNR du Haut-Languedoc, on a une charte qui impose aux développeurs de limiter la hauteur des machines à 125 mètres en bout de pale, ce qui fait qu'on n'a pas pu se diriger vers cette troisième option qui a été envisagée au départ, donc à savoir mettre des machines beaucoup plus grandes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant sur le marché, c'est de mettre des éoliennes d'à peu près 150 mètres de hauteur en bout de pale pour pouvoir en mettre moins. Du coup, étant donné la limite des 125 mètres, c'était pas jouable. Donc, on est du coup sur la deuxième option, à savoir on augmente un peu les machines, mais on les laisse aux mêmes emplacements et selon la même configuration. Qu'est-ce qui est réutilisé sur les anciennes machines? C'est-à-dire que Euh,
Les anciennes machines sont entièrement démantelées. Aujourd'hui, il y a plus de 90% d'une éolienne qui est recyclable, donc c'est très majoritairement recyclé. Les embases béton, en fait, même elles, du coup, vont être changées pour, D'accord. étant donné que ce n'est pas les mêmes dimensions d'éoliennes, il faut qu'on réadapte complètement l'embase béton qui sert de support, socle de support aux éoliennes. Et du coup, par contre, les seules choses qui sont entre guillemets réutilisées, ça va être du coup les aménagements, les accès, qui eux Mhm. sont strictement les mêmes. Donc ça permet d'éviter la création de nouveaux accès, nouvelles plateformes, éoliennes et cetera. Mais au niveau des machines en tant que telles, elles sont entièrement changées. D'accord, très bien, merci. Enerfip dans tout ça, ça va être à mon tour de vous expliquer qui on est et ce qu'on fait. Le but d'Enerfip, c'est de promouvoir le circuit court de l'épargne responsable. Ce qu'on vous propose, c'est d'investir votre argent dans des produits d'énergie renouvelable. On promeut aussi l'idée de soutenir un circuit court dans l'énergie durable. On est persuadé chez Enerfip que l'avenir, c'est l'énergie renouvelable pour éviter de passer des étés pourris comme on vient d'en passer tous. On va pas vous faire un dessin, je pense qu'on y a tous pris. Euh, Sensibiliser et informer à la transition, sur la transition énergétique. Chez Enerfip, on est persuadé que plus on expliquera aux gens pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt de faire ça, plus on arrivera à changer les choses tous ensemble. On peut pas faire que des choses isolées. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui adhèrent à ces choses-là pour pouvoir changer les choses. Et c'est aussi le but de tout ça. Enerfip, en quelques chiffres, c'est 248 projets qui ont déjà été financés pour un total levé de plus de 125 millions d'euros. Actuellement, on compte 29 000 membres sur notre plateforme et on est 22 collaborateurs, dont 3 qui nous ont rejoints juste au mois de septembre de cette année. Voilà. Le cadre réglementaire et nos agréments, l'AMF, l'ACPR et l'ORIAS. Sous ces noms un peu barbares, il y a toutes les autorisations qui nous permettent de vous proposer les produits financiers auxquels vous avez accès sur notre plateforme, les obligations, les actions, les mini-bons, et toutes ces choses-là qui sont régies par l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et l'organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. C'est le plus dur à dire, celui-ci. Ensuite, la collecte. Les collectes sur Enerfip, l'intérêt, c'est... l'intérêt, pardon. Vous, en tant qu'investisseur, vous prêtez votre argent à des porteurs de projets tels que RES, qui aujourd'hui est représenté par Lola. Il y a le développement de ce projet. Il est convenu, avant votre investissement, d'une durée d'un prêt et d'un taux. On y reviendra après, puisque je vais vous parler de taux beaucoup plus clairs. Mais ce qu'on vous propose en général chez Nerfip, c'est des taux compris entre 4 et 7% et une maturité de projet qui va de 1 à 5 ans. Et donc, comme je viens de vous le dire, le vif du sujet, RES, pour cette collecte, vous propose d'investir en obligations simples sur 2 ans. Actuellement, il reste 33 jours d'ouverture sur cette collecte, sachant que la collecte est ouverte depuis le 31 août à la communauté aux habitants de la communauté de communes des monts de la Cône et de la montagne du Haut-Languedoc, ainsi qu'aux collectivités de ces communes que je viens de citer. Jusqu'à présent, donc, c'était réservé à eux, mais à partir de demain, 12h30, la collecte sera ouverte à tous les habitants du Tarn et de l'Hérault. On est donc sur un investissement minimum à 10 euros. C'est dans 90% des cas ce qu'on propose en investissement minimum sur Enerfip. C'est ce qui nous permet de garantir que tout le monde puisse avoir accès à ce changement et puisse participer à cette transition énergétique.
Sur cette collecte, on a un investissement maximum à 5 000 €, puisqu'on a une collecte de 100 000 €, je crois que je ne l'avais pas dit. C'est ça. Le but étant qu'il y ait un maximum de gens qui puissent participer à la collecte et qui puissent du coup adhérer à ces projets. Donc la valeur unitaire de l'obligation, elle est de 10 €. Le remboursement de votre capital sera in fine et le versement des intérêts est annuel. Le rang du financement participatif sur ce projet est junior, mais on a quand même un acteur en face assez solide, comme Lola vous l'a présenté au tout début. Un petit exemple beaucoup plus parlant que tous ces chiffres, pour un investissement de 1 000 €, vous allez percevoir en première année 60 € d'intérêt et en deuxième année, encore 60 € d'intérêt, plus le remboursement de votre capital, ce qui vous fera à la fin un retour sur investissement de 120 € brut, et ce qui me permet de passer à la fiche suivante, qui est la fiscalité. Chez Enerfip, il y a un engagement fort sur le fait que ces investissements ne doivent rien coûter à nos investisseurs. C'est RES ou le porteur de projet qui prend à sa charge tous les frais de collecte sur lesquels Enerfip se rétribue. Les seules choses sur lesquelles vous serez impacté, mais c'est le cas pour tout investissement, c'est donc la fiscalité. Vous voyez sur la droite la fiscalité de base, donc qui est donc les 17,20 €. C'est une taxe qui est incompressible à laquelle tout le monde aura droit. Et vous aurez en plus 12,8% de prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf dans le cas où vous ne seriez pas imposable, auquel cas il faut donc retirer cet abattement et juste prendre compte des 17,2%, excusez-moi. Voilà, c'est pour ça qu'on parle donc d'intérêt brut, c'est parce qu'il faut que ces taxes soient passées. Tout ça, chez Enerfip, c'est automatisé. C'est-à-dire que vous avez juste à nous signaler si vous êtes imposable ou non. Et pour le reste, on s'occupe de la transmission aux impôts. Tous vos investissements sur Enerfip apparaîtront dans vos relevés, votre déclaration annuelle, pardon. Voilà. La suite, comment on investit sur Enerfip? C'est assez simple. Il suffit de vous rendre sur enerfip.fr, de créer un compte. Pour créer un compte, on vous demande une adresse email, un mot de passe, un code postal et un numéro de téléphone. On vous demandera par la suite de compléter votre profil d'investisseur en quelques minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui vont trouver ces questions assez intrusives. Chez Enerfip, on n'a pas besoin de savoir tout ça sur les personnes qui nous rejoignent. On est tenu de vous demander toutes ces informations puisque l'autorité des marchés financiers veille à ce que toutes ces choses-là soient au carré, qu'il n'y ait pas de tentative de fraude, de blanchiment d'argent. Et chacune des questions qui vous sont demandées nous permettent d'attester auprès de l'AMF qu'il n'y a aucun problème avec votre compte. Toutes les informations que vous nous donnez ne sont pas monnayées par la suite. Enerfip ne fait pas de bénéfice sur la data comme certains pourraient le penser. On vous demandera donc aussi de justifier de votre identité avec une carte nationale d'identité, un passeport, un permis de conduire ou un titre de séjour, et de justifier d'une résidence. Là encore, c'est pas pour être intrusif, c'est juste que, comme c'est le cas aujourd'hui, la collecte est réservée aux habitants du Tarn et de l'Hérault. Donc, il faut qu'on puisse avoir une preuve du fait que vous habitez bien l'un de ces deux départements. Ça peut aussi être une résidence secondaire, mais on y reviendra après. Je fais une petite pause. On parle beaucoup, Lola et moi, depuis tout à l'heure. S'il y en a qui, dans l'onglet questions, peuvent nous dire que tout va bien et que si vous avez des questions, peut-être que c'est le moment, on fait une première salve. Sinon, je continue et je vous explique le processus de souscription. Vous avez l'air d'aller bien.
On va donc continuer. Je vous explique le processus de souscription sur Enerfip. Là encore, il faut vous rendre sur la page enerfip.fr, sélectionner le projet en question, qui dans notre cas s'appelle la forêt de l'Espinouse, et que vous pouvez retrouver directement en haut de la page des projets. Au moment de votre investissement, on vous fournira la documentation juridique du projet. Vous devez en prendre connaissance. À l'intérieur, vous trouverez tout un tas de détails concernant le contrat entre RES et Enerfip. Philippe, quel est le montant de l'investissement pour RES? Lola, je vais te laisser répondre. Alors moi, j'ai une question en retour, c'est l'investissement par rapport au projet ou l'investissement par rapport à la cagnotte? Parce que Je sinon, pense que c'est par rapport au projet. ouais, les 2 projets cumulés alors en termes de coût de développement, les 2 cumulés, je veux pas dire de bêtises, mais c'est, plusieurs millions pour, chaque projet, le coût de développement d'un parc éolien. C'est vraiment, quelque chose d'extrêmement onéreux. C'est pour ça que d'ailleurs c'est compliqué quand on parle de mettre en place, de l'éolien pour les particuliers. Certaines personnes nous disent, l'éolien industriel et cetera, n'est pas forcément le plus pertinent et cetera. Mais, chaque projet, c'est plusieurs millions et là d'autant plus, celui de haut Languedoc qui représente 23 machines. Là, on est à plusieurs dizaines de millions pour développer un projet comme ça. Très bien. Il y a Didier qui m'informe qu'il n'arrive pas à créer son compte. À chaque fois, il est refusé. Didier, je répondrai à votre question à la fin. Je vais parler du service client et je vais donner toutes les adresses ou les numéros de téléphone pour les joindre. Elles sont très disponibles et je pense que ce sera le plus simple pour vous aider dans ces démarches-là. N'hésitez pas à répondre si jamais. Donc j'en étais au fait de lire la documentation juridique qui vous sera fournie. Ensuite, on vous demandera de réaliser votre investissement. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur un minimum de 10 euros et sur un maximum de 5 000 euros. Vous pouvez régler en virement ou par CB, sachant que le maximum en CB est à 2 500 euros. Voilà. Et par la suite, chaque année, vous touchez vos intérêts et à la fin, vous récupérez votre capital et vos intérêts. Il y a quelques petites options sur Enerfip qui peuvent intéresser certains d'entre vous. On propose des livrets mineurs, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un compte au nom de l'un de vos enfants sur Enerfip et un peu à la manière d'ouvrir un compte en banque pour vos enfants et de leur donner tout ça une fois qu'ils seront majeurs. Vous pouvez faire la même chose sur Enerfip. Par exemple, sur un projet comme aujourd'hui où on a un investissement maximum de 5 000 euros, vous pouvez mettre 5 000 euros pour vous, mais vous pouvez aussi mettre 5 000 euros pour l'un de vos enfants. Voilà. Le code parrain, si vous êtes déjà investisseur chez nous, vous pouvez transmettre votre code parrain à quelqu'un et en fonction de l'argent qui sera investi par cette personne et lors de la validation de son premier investissement, vous toucherez un cadeau, autant pour l'un que pour l'autre, et qui peut monter jusqu'à 20 euros. Voilà. Donc, vous toucherez ça uniquement pour le premier investissement, mais ensuite, vous pouvez distribuer votre code parrain à autant de personnes que vous le souhaitez et à chaque fois toucher ce bon cadeau s'ils finissent par investir sur notre plateforme. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi se servir des résidences secondaires. Si certains d'entre vous n'habitent pas dans le Tarn ou dans l'Hérault, mais qu'ils ont une résidence secondaire dans un de ces deux départements, il est possible, en justifiant d'une résidence dans un de ces deux départements, de pouvoir accéder à l'investissement sur ce projet. Ça marche pour ce projet, mais ça peut aussi marcher pour plein d'autres projets qu'on propose aussi sur Enerfip. Les comptes personnes morales, chaque investissement sur Enerfip est ouvert aux personnes morales. Alors, pardon, j'ai dit une petite bêtise, ce n'est pas toutes les collectes qui le sont, mais certaines le sont, et pour ne pas dire la plupart. Voilà. Didier, petite question.
quand est prévu le dépôt de la demande d'autorisation pour le repowering, Lola? Alors, on a déposé notre dossier, justement, ce qu'on appelle dans le jargon un porté à connaissance. Parce que du coup, étant donné que c'est un renouvellement substantiel, on ne sollicite pas une nouvelle demande d'autorisation, mais un complément à celle existante délivrée en 2000, je ne sais plus combien, 2004, 2005. Et ce dossier de ce qu'on appelle de portée à connaissance a été déposé en mai dernier. Depuis, il est en instruction auprès des services de l'État. Les différents services instructeurs sont sollicités pour rendre un avis. Donc, à savoir, il y a les services de Météo France, les services de l'armée et ensuite les services de l'ADREAL en tant que tel, environnement, paysage, etc. Donc, on pense d'ici l'automne recevoir ce qu'on appelle notre demande de complément. Donc c'est-à-dire que l'Adréal prend connaissance de l'ensemble de notre dossier, va nous poser, les questions, qui reviennent soit des services instructeurs, soit du service inspection ICPE en tant que tel. Là, ensuite, on va rendre un nouveau dossier qui, du coup, répondra à ces questions-là et au terme de cette procédure, à ce moment-là, on aura, une acceptation, donc avec la délivrance d'un arrêté ou un refus d'instruire, et donc là, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on qu'on envisage du coup, soit de modifier le dossier pour répondre, aux observations, des différents services, soit, à ce moment-là, ça peut arriver effectivement aussi que ça passe, par un petit parcours contentieux. C'est le jeu dans l'éolien. Très bien, merci. Euh, je me permets de continuer parce qu'on arrive sur une section qui va intéresser Didier. Didier, je vous présente Pauline, Valérie et Maëva, qui sont les 3 personnes qui s'occupent du service client chez Enerfi. Pauline, qui aurait dû être parmi nous ce soir, voilà, elles sont là vraiment pour répondre à toutes les questions possibles que vous pourriez avoir sur l'inscription, sur l'investissement. Vraiment, elles sont là vraiment pour tout ça. Faut pas hésiter à les appeler. Elles vous aideront dans votre parcours d'inscription sur Enerfi. Plutôt que de galérer dans votre coin, je vous conseille vraiment de les appeler demain. Voilà. Vous voyez en bas à droite, il y a contactez-nous. Donc, vous pouvez les contacter à service client au singulier @enerfi.fr, et sinon, elles sont joignables au 04 119 34 111. Je vous laisse me faire un petit retour en question si c'est OK pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me dire si je peux vous aider davantage. En attendant, on va répondre à la question de Thomas. Quel impact sur nos investissements en cas de rejet, refus, recours et que le parc ne sont pas construits d'ici plusieurs années? Lola, parce que c'est RES qui s'engage, je suppose, même en cas de recours, à rembourser les intérêts et le capital. Ouais, alors, dans tous les cas, les parcs ne seront pas construits, avant plusieurs années, dans notre Oui, on est planning sur 2 effectivement. ans, donc ce Voilà. sera même remboursé avant. Je te laisse La finir, pardon. avant la fin du remboursement, les parcs ne seront toujours pas construits. Là, pour l'instant, nos hypothèses, les plus optimistes, annoncent les premiers travaux, dans le secteur, que ce soit pour l'Escure ou pour le parc de Languedoc, pas avant 2023-2024. Pour le reste, ça dépendra, voilà, du processus d'instruction que je vous ai expliqué auparavant, qui est toujours, plus ou moins, mouvementé. En dehors de ça, bien sûr, les investissements sont complètement indépendants, du devenir des parcs éoliens. RES couvre les frais liés à la collecte de financement participatif en nom propre, et la délivrance des arrêtés, le remboursement des investissements n'est absolument pas lié au succès du développement de ces projets. Et n'est pas lié d'ailleurs aux sociétés d'exploitation des parcs éoliens. C'est RES en nom propre qui assure les frais relatifs à cette collecte. Donc même si, nous avions un refus ou un recours sur un des 2 projets, la délivrance des intérêts et remboursement du capital est absolument, Garantie. garantie. Si je peux me permettre, on est sur une collecte qui est faite pour l'adhésion, hein. Je pense que, comme tu l'as dit, RES pouvait financer le projet dans son intégrité. Le but, c'est que les gens s'intéressent à ce qui est fait et qu'ils participent aussi à cette transition-là, quoi. Bien sûr. Oui, oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas pu au début
forcément de la présentation, mais effectivement, c'est uniquement de la bonne volonté, si je puis dire. Le RES aujourd'hui est parfaitement en mesure de solliciter on est en mesure de solliciter nous-mêmes les fonds nécessaires au développement de ces projets. Le but, bien sûr, étant de faire participer la population avec nous, parce que c'est votre territoire aussi, c'est de faire participer la population à cet enjeu-là, à l'enjeu de la transition énergétique et au développement des énergies renouvelables. Super. On a eu une autre question de Philippe. À quel moment notre investissement sera effectif? Dès notre versement ou à la mise en service du projet? Ça, c'est une question qui me concerne plutôt moi. L'investissement, il est effectif à partir du moment où on a recouvert tous les fonds de nos investisseurs et que ces fonds sont transmis aux porteurs du projet, à savoir RES. Moi, je pense, sans vouloir trop m'avancer, qu'avec l'ouverture au Tarn et à l'Hérault demain, et vu les conditions proposées, le montant global de la collecte, on ira assez vite dans le fait de récupérer les 100 000 euros. Donc, je ne sais pas, on peut tabler sur un investissement effectif d'ici le mois d'octobre, la fin du mois d'octobre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lola, mais on sera dans ces eaux-là, hein. On a fait une collecte similaire dans l'Aude, Ouais. exactement le même cas de figure en fait, sur un renouvellement de parc éolien et l'extension de ce parc éolien-là. On avait conservé ce schéma-là, à savoir que pendant 3 semaines, on réservait la collecte aux habitants de la communauté de communes concernée, donc les riverains situés à proximité immédiate des parcs éoliens. Et ensuite, on avait ouvert à l'ensemble du département de l'Aude. Et du moment où on a ouvert à l'ensemble du département de l'Aude, la collecte a été complète en moins de 24 heures. Donc effectivement, ce que je peux vous conseiller, vu le retour d'expérience qu'on a eu sur des collectes similaires, c'est que si ça vous intéresse, participez demain à 12h30, parce qu'il est possible que demain soir, la collecte soit déjà complète. Est-ce que Philippe, Thomas, Maxime, ça répond à vos questions, tout ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont des questions? Ça peut être soit sur la collecte ou soit même sur les modalités de développement des projets éoliens, etc. Les questions un peu plus générales sur l'éolien, vous pouvez aussi. Euh, Philippe, Philippe, c'est bon? De rien, Philippe. Avec plaisir. Euh, Écoutez, je pense que si personne d'autre... Ah, il y a une nouvelle question. Thomas, Avez-vous on a un connaisseur. Un dossier CNPN pour le projet en forêt, le dossier de dérogation espèces protégées. Donc pour l'instant, concernant le projet de l'ESCUR, le projet de l'ESCUR a effectivement fait l'objet d'une dérogation espèces protégées avec un passage en CNPN. À savoir que c'est un dossier qu'on a notamment co-développé avec la LPO. Donc, on a mis en place des mesures de conservation des espèces, notamment rapaces et chiroptères, que nous trouvons assez solides. Et malgré un la avis Ligue de CNPN, protection des oiseaux pour ceux voilà, qui ne l'ont pas. pour ceux qui n'ont pas le jargon. Et donc, malgré un avis CNPN défavorable, à savoir que c'est un peu le lot commun de tous les développeurs dans le secteur, l'avis de CNPN ne rend pas d'avis favorable. L'administration a cependant trouvé notre dossier assez solide et les mesures de compensation prévues assez pertinentes pour acter le passage en enquête publique du projet, ce qui entraîne donc le fait qu'ils il pense effectivement délivrer le projet, il croit en ce projet-là. Du côté de Haut-Languedoc, pour l'instant, on est trop tôt dans le processus d'instruction, donc il n'y a pas encore eu un tel dossier de préparer et de déposer. Mais on pense effectivement devoir y passer aussi, étant donné que l'ESCUR qui est à proximité immédiate en a fait l'objet. Et concernant le type d'éolienne prévu, alors il faut savoir que dans un processus de développement d'un parc éolien, en fait, le choix des machines se fait en dernier.
Parce qu'en fait, on est dans un secteur où les évolutions technologiques concernant les éoliennes sont tellement importantes chaque année. Par exemple, là, actuellement, le sujet actuellement, c'est de faire des pales 100% recyclables et on commence à avoir les premiers prototypes qui sortent. Donc, en fait, en 6 mois, il peut y avoir des nouvelles machines complètement novatrices sur le marché qui vont être très intéressantes à mettre en place sur les sites. Donc, et étant donné en plus le délai de développement des parcs éoliens qui est très long et très incertain, on choisit en dernier. C'est uniquement une fois qu'on a toutes nos autorisations délivrées et purgées et nos actes définitifs, nos actes fonciers définitifs, tous nos servitudes, etc., signés, que là, on procède à notre choix de machine et on les commande. Parce que bien sûr, c'est aussi là où le développeur va lâcher un très gros chèque. Ce qui est le plus cher, bien sûr, dans le développement d'un parc éolien, c'est de payer les machines. Donc, en fait, le type d'éolienne prévu, c'est vraiment au dernier moment qu'on a le choix. Par contre, au moment du développement de notre projet et du montage de notre dossier, on s'engage à certaines caractéristiques en termes de puissance, en termes de hauteur et en termes de garde au sol. Donc, on a en fait une enveloppe dédiée. Donc, la garde au sol, pardon, c'est la distance en fait entre le sol et le bas de la pale de l'éolienne quand elle tourne. C'est en fait une distance de conservation pour certaines espèces, notamment tout ce qui est chauve-souris qui volent en lisière de forêt, donc, et certains oiseaux qui volent plutôt bas. Cette distance de garde au sol permet donc d'éviter l'impact sur ces espèces-là. Donc en fait, on a cette enveloppe, donc en termes de puissance, de hauteur, de garde au sol. Et à partir de là, au moment, nous, de choisir les machines, on va interroger le marché à ce moment-là, les différents constructeurs, voir ce qu'il y a de plus pertinent. Et c'est à ce moment-là qu'on choisira les machines et notamment les gammes de machines qui seront installées chez les différents constructeurs. Et ce qui vous permet aussi de tout simplement avoir la dernière technologie possible sur le marché, quoi. Parce Exactement. que, alors, je ne sais pas si on en a parlé ou quoi, mais c'est aussi tout l'intérêt du renouvellement de ces parcs, hein, c'est que entre ce qu'une éolienne était capable de produire il y a 10-15 ans et ce qu'une éolienne est capable de produire maintenant, on est, alors, je ne vais pas te dire de chiffres, mais peut-être que tu pourras, mais on est sur deux ordres de grandeur assez fous, quoi, hein, en termes de technologie, Aujourd'hui, je oui, crois. on fait les éoliennes ont des caractéristiques de production beaucoup plus intéressantes. Là, en l'occurrence, pour au Languedoc, on va mettre des machines plus grandes, donc le gain de production est d'autant plus boosté. Mais même en dehors de ça, ce qui est très intéressant pour les riverains, c'est notamment l'aspect acoustique qui peut parfois être dérangeant pour les vieilles machines en fait qui étaient à l'époque assez bruyantes. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent d'avoir des machines beaucoup moins bruyantes et ça, c'est vraiment intéressant pour les riverains des parcs. Très bien. Moi, je me permets de rajouter aussi une dernière chose sur le. T'as parlé du fait de recycler les éoliennes. Tout à l'heure, tu disais c'est 90%. Je crois même qu'on monte de plus en plus. Comme tu Mmh. disais, le gros problème de ce qui reste à recycler, c'est les pales. Mais je crois qu'il y a un peu tous les acteurs qui sont sur le qui-vive pour améliorer ça. Et à savoir aussi que dans le cadre de ces parcs-là, il me semble qu'ils sont toujours provisionnés en fait, ils comptent le recyclage du parc dans le développement. Donc, il y a des gens qui s'inquiètent du fait que ça ne pourra pas être recyclé, mais tout est déjà prévu et ce sera aussi prévu pour le futur parc. C'est une chose effectivement à prendre en compte. On a souvent l'exemple, quand on parle de fake news, qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, les champs d'éoliennes qui ne tournent plus et qui sont laissés à l'abandon dans des grands champs, et cetera. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, parce qu'en France, la législation empêche cela. Généralement, c'est des choses qui peuvent arriver aux États-Unis, mais pas en Europe, et encore moins en France. Effectivement, donc il y a 2 choses. La première, c'est l'obligation de provisionnement, des fonds dédiés au démantèlement. Donc c'est-à-dire qu'au moment de la mise en service du parc, le développeur est tenu de provisionner des fonds dédiés au démantèlement des machines. Donc ces fonds-là, en fait, sont réévalués, heu, en fonction des lois qui sortent. Actuellement, on est à des fonds par éolienne, donc c'est 50 000 € par éolienne plus 10 000 € par mégawatt.
ce qui permet, nous, selon les estimations de démantèlement de notre premier parc éolien, ça permet effectivement, c'est cohérent et ça permet de couvrir les frais de démantèlement. Donc il y a ça qui permet donc même en cas de défaillance en fait de l'exploitant, dans le cas où voilà, il serait en dissolution judiciaire ou ce genre de choses, le préfet pourrait débloquer ces fonds pour assurer le démantèlement du parc éolien. L'autre chose à côté de ça, c'est qu'aujourd'hui, les renouvellements, rendent économiquement intéressant le renouvellement des parcs éoliens et donc le démantèlement des anciens. Donc en fait, là, si on prend le cas de Haut-Languedoc, le démantèlement des anciennes machines est entièrement pris en charge, dans le cadre des coûts du nouveau projet, de renouvellement du parc éolien. Et l'autre chose également qui est à saluer, c'est les évolutions législatives en termes de recyclage, dont tu parlais. Moi, c'est quelque chose en termes, qui à titre personnel, je trouve ça très bien parce que bien sûr, comment est-ce qu'on mobilise une filière, c'est au travers de la loi. De formation, je suis juriste, donc c'est quelque chose qui me parle tout particulièrement. Donc, le principe des énergies renouvelables, c'est bien sûr, d'arriver à terme à avoir du 100 recyclable. Depuis cet été, d'ailleurs, la loi est de plus en plus stricte à ce sujet, impose aux développeurs de recycler 90% des minimums de la masse totale des éoliennes. Donc, à savoir, aujourd'hui, il y a 98% d'une éolienne qui est recyclable. Les 2% restants, c'est les pales. Les pales, c'est de la fibre de verre. C'est comme une coque de bateau. C'est comme un frigo. Donc, aujourd'hui, la réutilisation utilisée c'est plus comme matériel de combustion, mais les développeurs, enfin les constructeurs de machines commencent à sortir les premiers prototypes de pales recyclables et c'est une très bonne chose. Et moi, j'ai déjà vu aussi des exemples de recyclage où ils font des parcs à enfants ou des garages à vélo avec. C'est assez drôle si vous jamais vous les cherchez. On a une question intéressante à laquelle je pourrais pas répondre, mais qui va Ouais. du coup être pour toi. Vous dites que RES s'engage directement pour le remboursement et non la SPV, excluant tout risque lié au succès de ces projets. Le repreneur Anois reprend-il ses engagements? Alors effectivement, Quelqu'un qui connaît actuellement le dossier sur le bout des doigts. quelqu'un collé sur le bout des doigts. Alors C'est effectivement, récent. pour remettre un petit peu de contexte pour les autres participants, RES a fait donc l'objet, ce qu'on appelle, d'une ouverture à la cession. Et nous avons donc une entreprise sud-coréenne, Hanwha, qui est actuellement en partenariat du coup exclusif de discussion pour racheter les parts de la société RES. Il faut savoir une chose, c'est que RES en fait va changer de nom, mais c'est tout. C'est-à-dire que la totalité des portefeuilles, des salariés, des agences en fait vont être cédés au nouvel actionnaire. Il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Les discussions finales ont lieu et la transaction aura probablement lieu en octobre, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que la collecte est encore au nom de RES pour le moment. Mais du coup, en fait, ça va simplement être un changement d'actionnaire qui permettra en fait à du coup l'antenne RES en France de garder sa totale autonomie, ses totales habitudes de fonctionnement dans le développement des projets. Et c'est tout ce qui va changer. On va probablement changer de nom, d'ici la fin de l'année, pour un nouveau branding, qui n'est pas encore connu de nos services. Mais bien sûr, c'est, le nouvel actionnaire qui reprendra du coup, les obligations de remboursement. La totalité des frais relatifs au projet seront repris donc voilà. Aucun risque de ce côté-là. Et pour la précision, il faut savoir aussi que quand on rentre en discussion avec un porteur de projet pour établir, pour faire une collecte pour ce porteur de projet, on fait un audit de tout un tas d'éléments de faisabilité, de garantie, et toutes ces choses-là, le rachat de RES, on a été informé bien en amont. C'est jamais, voilà, c'est paru dans les médias récemment, mais chez Enerfip, on est au courant depuis longtemps et il n'y a jamais eu de choses cachées sur ce sujet-là. Voilà. C'est jamais agréable et comment dire? Confortable de devoir mener des opérations entre guillemets «grand public» dans ce genre de moment. Oui, Mais nous, tout à chez fait. RES, on a pris, le parti de dire qu'on n'allait pas mettre nos activités en pause du fait de cette transaction, qui par ailleurs ne concerne pas nos activités de développement qui, elles, ont continué,
à rouler en fait malgré tous ces événements extérieurs. Et on a pris la décision de ne rien mettre sur pause. Au contraire, on n'a pas voulu, même si effectivement il risque d'y avoir un petit manque de lisibilité parce que comme je vous l'ai dit, on va changer de nom de marque, hein, changer de nom de société, mais la totalité des engagements sont repris à l'identique. La structure, de développement reste identique, les personnes interlocuteurs en termes de développement des projets restent identiques. Il y a absolument rien qui change de notre côté. Bon, très bien. Euh, écoutez, on va attendre quelques minutes, voir s'il y a d'autres questions, puisque tout à l'heure j'ai cru que j'allais un peu vite et il y a 2 ou 3 questions qui sont tombées. Sinon, on se dira bonsoir et on ira manger. Alors, je sais pas, Thomas, Philippe, si les réponses vous conviennent, vous pouvez peut-être mettre une réponse en question aussi. J'ai l'impression que les gens sont satisfaits. Je crois que c'est bon. Bon, très bien. Écoutez, c'est bon pour moi. Merci, c'était très clair. Bonne soirée et bon appétit. Merci, Maxime. Avec grand plaisir. Thomas aussi. Merci beaucoup. Écoutez, à tous, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit à nouveau. Lola, pareillement. De même. Et puis, à bientôt peut-être. Bonne soirée à tous. Au Bonne revoir. soirée à tous, au revoir.